Oh oui, voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Un petit groupe ce soir, mais très content de vous avoir parmi nous. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Émilie de la Durantais. Je suis médiatrice culturelle pour la ville de Longueuil, entre autres. Et ça me fait plaisir ce soir d'animer cette belle table ronde. Alors, merci d'être là. Petite note, j'ai mon cellulaire à côté de moi. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller voir sur Facebook. C'est seulement pour le temps. Donc, je voulais simplement vous le mentionner pour ne pas insulter personne. Alors, ce soir, on est tous réunis autour d'un projet qui est le projet à l'artiste Myriam. Alors, Myriam Tousignan, que vous allez connaître tantôt pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais on est ici pour, entre autres, démystifier le deuil périnatal et aussi parler du très beau projet qui a eu lieu dans ce thème-là, si on veut, sur le territoire de Longueuil en 2020 avec l'artiste Myriam Tousignan. Donc, ce soir, on est là pour parler de deuil périnatal. On est là pour parler de la médiation sur ce type de situation-là. Donc, les bienfaits de la médiation culturelle sur des situations, des fois, qui sortent de l'ordinaire, qui nous dépassent, nous, des fois, en tant qu'êtres humains. Donc, en quoi la médiation culturelle peut être un baume, dans le fond, dans ce genre de situation-là. Donc oui, on va démystifier bien sûr le deuil périnatal et on va passer à travers les explications dans le fond du projet à Myriam. Parce que pourquoi on est ici ce soir, c'est la conclusion, si on veut, de ce beau projet-là. Donc pour beaucoup d'obscurité, quelques éclats, c'était le thème du projet. Myriam va vous en parler tout à l'heure. Et ce soir aussi, on a la chance d'être comme au lancement du livre final, du recueil final de ce beau projet-là. Donc, c'est ce qui nous réunit tous ce soir. Autour de ce thème-là. Donc, comme je disais tantôt, la médiation culturelle, c'est vraiment un baume pour ce genre de situation-là. Ça vient bonifier, si on veut, la pratique ou le raisonnement, le parcours de chacun d'entre nous, des participants, autant des participants que des artistes. On va en parler plus tard. Aujourd'hui, ça va être vraiment, ce soir, en fait, ça va être vraiment sous forme de discussion avec les panélistes. À la fin, vous allez être invités aussi à poser vos questions, etc. Mais on va vraiment survoler le deuil périnatal, les projets de médiation culturelle en santé, par exemple. Vous allez comprendre un petit peu plus ce concept plus tard. Mais d'abord et avant tout, avant de commencer cette discussion-là, bien, vous voyez que je ne suis pas seule. Hein? Je ne vais pas parler pendant 2 heures tout seul, ne vous inquiétez pas. On va vous présenter notre beau panel de ce soir. Alors, comment ça va fonctionner? C'est qu'ils vont se présenter chacun leur tour. Et puis, je pourrais prendre quelques secondes après pour vous dire qu'est-ce qu'ils viennent faire ce soir lors de la table. Et après ça, on va lancer les discussions. Ça va être vraiment des discussion ouverte où que chacun là, va pouvoir s'exprimer. Puis j'espère que vous, ça va résonner quelque chose chez vous ce soir. On est un petit groupe, donc je veux vraiment créer une atmosphère chaleureuse puis tout le kit. Donc ne vous gênez pas s'il y a quoi que ce soit, autant ici qu'ici. On est en famille, si on peut dire ça comme ça. Alors pour commencer, on va commencer, j'allais dire sur ma gauche, ma droite. On va commencer à ma gauche avec Madame Gratton. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Annie-Ève Gratton et j'accompagne mes parents depuis déjà presque 10 ans. Je ne sais pas s'il y avait des petites slides à passer ou non. Là, je vais juste... Tu voulais-tu qu'on se présente en un premier temps? Juste de dire notre nom ou on se présente? Comme on s'était dit, là. Oui. Prenez le temps de vous présenter, qu'est-ce que vous faites, D'accord. etc. Ouais. Alors, donc, moi, j'accompagne les parents depuis 2014. Et c'est autobiographique, souvent, ces histoires-là. Donc, j'ai moi-même vécu le deuil périnatal à l'époque. Et j'ai eu la chance d'être super bien accompagnée. Et de là, j'ai décidé de redonner au suivant dans un premier temps. Puis ensuite, je suis allée me former pour être outillée. Et je vous dirais que
je continue encore l'accompagnement. J'ai créé Bedonzen, dont peut-être certains ont entendu parler. Et cet accompagnement-là, c'est vraiment plus de personne à personne. En parallèle, j'ai une collègue avec qui je travaille étroitement en Belgique, qui a vécu, elle aussi, le deuil périnatal. Et avec cette partenaire-là, on développe des outils parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la réalité du deuil périnatal, même si ça varie d'un pays à l'autre, c'est le même combat, c'est la même réalité, dans le sens que il y a peu de services, on pourra en reparler, il y a peu de reconnaissance. Donc, ce qu'on avait comme projet au départ et qu'on est en train de mettre en place, c'est des outils à plus large échelle qui vont pouvoir donc desservir la population francophone à l'échelle de la planète. Comme on voit ici, là, la voix d'Isis. La voix d'Isis, exactement. D'Isis, donc c'est ça que vous avez. Donc c'est vraiment une approche avec la clientèle qui a vécu le deuil. Exactement. Donc ce qu'on veut, c'est donner des outils le plus possible, d'une part aux professionnels et d'autre part aux parents. Donc les parents qui vivent le deuil, on va y revenir de toute façon, mais il y a beaucoup de tabous, de non-dits. Et en fait, un deuil, ça peut se traverser, puis on peut être serein au bout du chemin. Donc le chemin où j'ai comme fait des découvertes, en fin de compte, au fur et à mesure de mes expériences à moi et au fur et à mesure de formation et aussi des réalités des différents parents. Et donc, il y a toute cette notion d'accueillir, d'intégrer ce qui s'est passé, d'avoir le droit à la parole pour le faire, de finir de dire ce qu'on a à dire aussi pour être prête à transiter vers autre chose dans ce deuil-là, poser les gestes significatifs. Vous avez parlé de rituels, on va peut-être y revenir. Donc, vraiment d'intégrer ce que cet enfant est venu porter dans notre vie pour pouvoir aller vers la suite. On pourra en reparler, mais donc moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter avec les parents et c'est un petit peu une synthèse ou un extrait de ça qu'on veut inclure pour tous les parents qui vont peut-être pas venir chercher l'aide individuelle, soit parce que c'est pas leur profil, soit parce qu'ils trouvent pas, soit parce qu'ils sont pas à l'aise. Il y a parfois des inconforts, mais il y a des outils qui peuvent être proposés à ces clientèles-là. Et en fait, notre objectif, ma partenaire et moi, c'était de pouvoir aller offrir, donner ces possibilités-là aux parents pour qu'ils soient mieux accompagnés. Et du côté des professionnels, c'est sûr qu'il y a beaucoup de maladresse parfois qui se commet parce qu'eux-mêmes ne sont pas très à l'aise avec ça. Donc, c'est de les outiller eux aussi, de les former, de les aider à peut-être mieux intervenir avec un petit peu plus de justesse parfois pour pouvoir permettre aux parents de mieux transiter aussi dans la suite de leur histoire. Donc, en fait, la voix d'Isis, c'est le fruit de ma collaboration avec ma partenaire. Donc, il y a toute l'action Bedonzen est plus axée sur l'accompagnement de 1 à 1 pour moi, alors que la voix d'Isis, c'est plus la portion internationale, je dirais. On a formé près de, je pense qu'on doit approcher les 200 professionnels. On est beaucoup en France, en Belgique, en Suisse. Après, des expatriés un peu partout, au Québec, évidemment. C'est ça, donc on a beaucoup on crée une communauté aussi avec ces professionnels-là qu'on a formés. On souhaite leur transmettre aussi, je pense, notre aisance par rapport à ce sujet-là, qui est difficile, mais qui peut être abordé d'une manière sereine aussi pour les professionnels. Et les 2 autres services, c'est ça, c'est la portion un peu plus par soi-même. On va pouvoir vous en parler tout à l'heure, ou vous viendrez si vous voulez. Donc, notre premier bébé dont on a accouché, c'est un guide dont on a pour objectif qu'il soit remis dès les premiers instants aux parents. Donc, on a réalisé ce guide en collaboration avec des ressources professionnelles, dont une illustratrice qui est très populaire en Europe, qui fait Mon ami Luce. Là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et l'idée est que quand on apprend une nouvelle comme celle-là, il y a à peu près 3 neurones qui fonctionnent. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va essayer d'aller nourrir ces 3 neurones-là avec des images bienveillantes, avec de la douceur, avec des idées de choses qui peuvent être faites pour peut-être, au moment où ça arrive, transformer un petit peu comment ça se passe pour adoucir. Donc, ce guide-là est sorti déjà et on espère qu'il se rende jusque dans les établissements, dans les hôpitaux. Je vous dirais que ça bouge lentement. Donc, pour l'instant, c'est pas encore là. Mais si vous avez des gens que vous connaissez dans les hôpitaux, on pourra leur en parler. Donc, le guide est déjà là. Vous pourrez le feuilleter tout à l'heure si vous voulez. On en a des copies ici. Et là, on est en train d'accoucher de notre 2e bébé. Donc, au mois de décembre, on va lancer notre application mobile pour accompagner le deuil périnatal. Donc, 365 contenus, un contenu par jour. Donc, des petits pas, des bonnes idées, des références, des conseils, des émotions, des exercices, un peu de toutes sortes de choses à petite dose. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer de rejoindre les parents là où on était sûr de pouvoir les trouver, c'est-à-dire sur leur téléphone cellulaire. Donc, une application à télécharger pour pouvoir obtenir à tous les jours
un output, une nouveauté, une idée. Donc voilà. Et là, on est en pré-vente. Si vous voulez y participer, c'est chouette. Si vous voulez la faire partager, la diffuser, on a un objectif d'en vendre 150. Il reste 3 semaines et puis on n'est pas rendu très loin. Donc, si vous voulez faire circuler, ce serait super apprécié parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir donner un élan à cette application mobile-là. Donc, c'est un petit peu où j'en suis, moi, personnellement. Bien, merci beaucoup. Puis on voit que c'est des outils super concrets. Puis je pense qu'en effet, il y a plein de beaux sujets qu'on va pouvoir parler plus tard. Mais merci pour ces beaux outils. Puis on a bien hâte de t'entendre pour la suite des choses. Alors, on va poursuivre avec Mme Couture. Oui. Donc, Kim, je suis la directrice de l'organisme MAM autour de la maternité. Donc, MAM existe depuis 1981. Donc, à la base, MAM, c'est les marraines d'allaitement maternel. Donc, on faisait vraiment que de la promotion de l'allaitement. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, au bout des seins, il y avait une mère. Et c'était plus gagnant d'avoir une approche globale pour elle et sa famille et son vécu. Donc, du vécu de l'allaitement, du parcours d'allaitement, on est passé à l'accompagnement prénatal, toutes sortes d'activités postnatales. Mais MAM a souffert de sous-financement pendant de nombreuses années, comme la majorité des organismes communautaires, malheureusement. On était quand même aux premières loges pour entendre tous les défis que les familles pouvaient rencontrer dans l'expérience, dans le parcours périnatal. Des expériences de deuil, bien sûr, des expériences de vécu très difficiles d'accouchement, des enjeux de santé mentale périnatale. Donc, le côté obscur de la maternité était bien présent. Donc, chez nous, il n'y a pas de tabou à parler de ça, mais on n'avait malheureusement pas toujours les ressources nécessaires pour pouvoir développer l'accompagnement pour ces vécus-là. Donc, depuis 1 an, on a réussi à pouvoir passer de 3 travailleuses à, je vais dire, 4-5 travailleuses, que Tara, qui est ici, qui travaille avec nous, qui est présentement en congé en retraite préventive. Alors, on a pu mettre sur pied des projets de deuil périnatal. Donc, nous, chez vous, c'est le groupe de 1 à 1, mais chez nous, c'est vraiment le groupe, l'intelligence émotionnelle du groupe. Le pouvoir se dire, pouvoir entendre, pouvoir partager ensemble les mots qui font du bien, les gestes qui font du bien, pouvoir s'en donner entre nous et se nourrir de cette manière-là. Voilà, MAM, c'est beaucoup d'autres choses. Donc, ça, c'est toute notre équipe de travail. C'était il y a 2 semaines au parc. MAM, on fait de l'accompagnement à la naissance, on fait des activités parents-enfants, on fait de l'action communautaire autonome, de la défense de droits. Donc, on va, nous, militer auprès de nos partenaires du réseau de la santé, par exemple, pour leur dire... On va se reparler. Absolument, c'est sûr. Donc, tu sais, quand on parle des accompagnements qui sont un peu, disons, on va dire, pas ajustés de manière optimale à ce que la famille peut vivre, bien, nous, c'est le genre de choses qu'on va apporter avec nos partenaires du réseau. Voilà. Et puis, il faut mentionner aussi que vous avez reçu le projet de Myriam. Donc, on va pouvoir en reparler par après, mais c'est chez MAM là, que Myriam a pu faire son projet de médiation. Donc, merci. Alors, on va poursuivre avec Mme Gué. Bonjour. En fait, merci beaucoup pour l'invitation. En fait, j'ai participé à un colloque récemment, puis les panélistes ont commencé par se présenter sur qui ils sont plutôt que se définir par leur travail. Donc, je trouvais ça vraiment très intéressant comme façon de faire et beaucoup plus humain. Donc, je m'appelle Emmanuelle Gué. Je viens de Sherbrooke. J'ai habité là la majeure partie de ma vie. J'habite à Longueuil depuis quelques années. Je suis une personne qui aime beaucoup plus écouter que prendre la parole en public. Mais je suis une personne qui aime beaucoup aussi les défis puis plonger dans l'inconnu. Donc, pour moi, ce soir, je suis très contente d'être ici. Je ne suis pas une spécialiste du deuil périnatal, donc je vais essayer d'en parler avec le plus de bienveillance possible, puis d'apporter peut-être une autre perspective aussi. En fait, je travaille au ministère de la Culture et des Communications. Je suis à la direction régionale de la Montérégie, donc on couvre l'ensemble de la Montérégie.
Plus particulièrement, mon rôle, c'est de créer des partenariats, créer des liens avec les acteurs culturels sur le territoire. Je me vois un peu comme le lien entre les orientations d'un ministère et les besoins du milieu. Donc, je suis là pour concilier les deux, puis essayer avec la concertation de faire en sorte que les projets émergent. Quand j'ai voulu aussi préparer ma présentation ce soir, j'ai sondé mes collègues. Je leur ai dit, bon, je vais faire une présentation, on va parler du deuil périnatal. D'emblée, mes collègues ont fait « Oh! » Puis je dis, ah, ben, je suis ouverte, là, venez me voir si vous voulez en parler, si vous avez des choses à dire, mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de tabous, puis les gens ne savent pas comment réagir. Donc, ça m'a vraiment fait questionner aussi sur comment j'allais aborder la question ce soir. Au ministère de la Culture, donc nous, notre mission, c'est d'assurer le développement culturel sur l'ensemble du territoire du Québec. Puis plus particulièrement, mes dossiers, bien, ce sont la médiation culturelle, donc comment utiliser la culture comme outil d'intervention. Des dossiers en culture santé, voir comment la culture a un impact sur la santé, le bien-être. Et je suis aussi la coordonnatrice du programme de développement des ententes culturelles. Donc, c'est des ententes qui sont signées avec les villes, avec les MRC, qui permettent de soutenir des projets culturels. Donc, le projet a été soutenu dans le cadre de l'entente de développement culturel avec la ville de Longueuil. On a un bel historique de collaboration avec eux depuis 2006. Puis, on est très contents au ministère de la Culture parce que justement, la Ville de Longueuil a choisi la médiation culturelle, a choisi de s'investir dans des actions culturelles, culture santé. On en voit de plus en plus, donc on est très heureux que la Ville ait choisi aussi ce secteur d'intervention-là. Et puis, à la direction régionale de la Montérégie, bien, depuis 2019, on s'intéresse beaucoup plus à la question culture-santé, le lien entre les deux. On a accueilli une stagiaire en 2019 qui vient de l'INRS, Manon Trépanier, qui a vraiment fait une étude sur le terrain pour voir quels étaient les projets culture-santé en Montérégie, pourquoi il n'y en a pas plus, pourquoi on n'en parle pas plus, puis pourquoi c'est encore méconnu, ce secteur d'activité-là. Donc, je pourrais revenir sur le sujet un peu plus tard. Merci beaucoup. Oui, en effet, on va pouvoir donner des exemples aussi, etc. Là, merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec M. Michel Vallée. Alors, Michel. Je suis tellement content d'être ici. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, Michel Vallée, je vis une belle émotion en ce moment. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs années, au début de ma pratique en médiation culturelle du côté de la ville de Vaudreuil-Dorion, une des premières actions qu'on a fait, c'était pour le deuil périnatal. Oui. Ça s'appelait à l'époque « Pour remonter jusqu'au soleil ». J'ai été là, Michel. T'étais là? J'ai assisté à ce magnifique spectacle. Le monde est petit. On s'en parle tantôt. Oui. On s'en parle tantôt. Moi, ce moment-là m'a bouleversé, puis je vais continuer dans la ligne... J'ai encore le script. Ah, c'est formidable. Il faut se parler. Non, c'était c'est pas. pas planifié. Non, c'est pas. Et moi, je vais continuer. Oh, j'ai tellement hâte qu'on continue là-dessus. Puis je vais continuer sur ce qu'Emmanuel a lancé. Je m'appelle Michel. Je suis dans le milieu de la culture depuis le début de ma carrière. J'ai travaillé en milieu municipal, surtout. Mais avant tout, rendu à l'âge adulte, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour changer le monde à ma façon. Puis les seules choses que j'avais dans mes mains, c'était la culture pour le faire. Alors, j'ai commencé sans savoir que ça existait, sans savoir que ça avait un nom. J'ai commencé à faire de la médiation culturelle aux alentours des années 95-96, donc avant les années 2000. Et là, au début des années 2000, je rencontre quelqu'un dans un congrès, dans un colloque où je rapportais comme conférencier ce qu'on faisait dans mon patelin à l'époque à Salaberry de Valleyfield. Et comme l'être humain, on a besoin de se mettre dans des cases pour se comprendre et que je ne savais pas ce que je faisais, j'appelais ça de la muséologie d'intervention sociale. Hein? On aime ça se compliquer la vie. Hein? Et j'ai une dame qui s'appelle Louise Sécureau qui est venue me voir. Il est venu me voir il y a plus de 20 ans pour me dire « Michel, ce que tu fais, ça s'appelle la médiation culturelle. » Et à Culture pour tous, on commence à amener la médiation culturelle de l'Europe au Québec. On a créé un groupe de recherche universitaire. Aujourd'hui, c'est un observatoire, l'OMEC, l'Observatoire des médiations culturelles. Et Culture pour tous a beaucoup travaillé là-dessus. Au 1er octobre de l'année passée, je devenais PDG de Culture pour tous.
qui aurait cru? La boucle s'est faite et aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que j'amène justement ces informations-là sur notre organisme qui a pris un virage quand même depuis l'année passée, depuis le départ de Louise, qui... Culture pour tous, c'est quoi? C'est partie des Journées de la culture qui ont été créées il y a 26 ans maintenant à travers le Québec. Et pour pouvoir faire vivre les Journées de la culture, Louise a eu la bonne idée, très rapidement, donc il y a 24 ans à peu près, de créer des programmes de démocratisation de la culture et de démocratie culturelle. Je vous démystifie ça rapidement, là. Démocratisation de la culture, rendre la culture accessible. Démocratie culturelle, impliquer les citoyens pour qu'ils en fassent de la culture, puis qu'ils s'impliquent là-dedans. Donc, autant rendre la culture accessible que faire de la participation citoyenne. Et donc, l'organisme existe depuis 26 ans maintenant. Et à la prochaine diapositive, c'est là que vous voyez mon âge quand je dis le mot diapositive, vous voyez que la mission qu'on a travaillée l'an dernier est toujours en démocratisation de la culture, mais ça va vraiment sur le déploiement de stratégies d'action inspirantes et inclusives pour faire connaître et aimer la culture, facteur essentiel d'épanouissement et de santé des communautés. Et l'élément que je trouve encore plus important de susciter, développer l'engagement des organisations et des citoyens envers et avec la culture pour façonner notre culture, mais façonner notre société. Je pars des principes de citoyenneté culturelle. En fait, pour moi, là, on est tous des citoyens culturels. C'est juste qu'on ne se rend pas compte que la culture est autour de nous, puis que juste le fait d'entrer en relation avec nos voisins, c'est culturel. Que juste le fait de s'ouvrir aux différences de l'autre, on plonge à plein dans notre culture. Alors, c'est un peu ça le rôle de Culture pour tous. Et la médiation culturelle fait donc partie de l'ADN de Culture pour tous depuis le tout début. Comme je vous disais, c'est Culture pour tous qui a fait partie de ceux qui ont amené à la médiation culturelle ici au Québec. Et on a évolué avec ce que le Québec a voulu faire de la médiation culturelle. Moi, alors que j'étais dans mon patelin, et non pas à Culture pour tous, je me suis toujours battu pour la médiation culturelle qui était non pas uniquement la relation entre l'œuvre et le spectateur, mais qui devenait quelque chose qui partait d'un constat social et qui permettait aux gens de se rencontrer, où l'artiste et l'art devenaient un prétexte pour se rencontrer, entrer en interaction ensemble. J'ai toujours parti, le pari que j'ai toujours fait, c'est qu'avec la rencontre de l'autre et de ses différences, vient le respect. On ne peut pas respecter ce qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas connaître sans rencontrer. Donc, c'est de là qu'on est parti. Le deuil périnatal, pour moi, a été un sujet qui m'a interpellé au tout début de notre lancement du programme « Je suis à Vaudreuil-Dorion », alors qu'une collègue, une amie maintenant, aujourd'hui, qui est travailleuse sociale au C3S, est venue me voir, Marie-Julie, pour me dire « Michel, ça fait des années qu'on travaille en deuil périnatal avec des parents. On atteint un niveau de deuil, mais on ne réussit pas à atteindre un niveau supérieur dans le deuil. Fait que pour avoir des résultats différents, j'ai décidé qu'il fallait que j'aille des outils différents, puis ce que tu fais en médiation culturelle m'intéresse. Alors, on a bâti une action de médiation culturelle qui s'est appelée « Pour remonter jusqu'au soleil ». Et c'est là que j'ai vu toute la complexité. C'est pour ça, Myriam, que je suis tellement content d'être ici. Puis quand tu m'as appelé il y a 2 ans pour le lancement de ton projet, j'étais tellement touchée. À l'époque, je n'étais pas encore à Culture pour tous. Donc, quand tu m'as appelé il y a 2 ans, j'étais tellement touchée. Puis d'être ici ce soir, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et j'ai très hâte de t'entendre sur le projet, vraiment. J'ai hâte de pouvoir prendre la parole. C'est nouveau pour moi. D'habitude, je parle toujours quand je suis en public, mais là, je n'ai pas encore dit un mot. Donc, alors, je pense que ça y est. C'est à moi de prendre la parole. On n'est pas que ça y est, parce qu'on a tellement hâte de t'entendre sur cette superbe expérience. Puis vraiment, écoute, je te laisse la parole. En effet, écoute, Michel, aucun problème. En effet, on va laisser la parole à Myriam. Puis Myriam, vas-y, explique-nous ce beau projet-là. Mets-nous dans le contexte un petit peu là, de ton projet de cet été. Bien, bonjour. Mon nom, c'est Myriam Tousignan. Je suis artiste et un peu par la bande, je deviens médiatrice. C'est tout nouveau, en fait, dans le sens où j'étais une passeuse culturelle auparavant en étant enseignante. J'ai enseigné pendant quelques années au niveau collégial. Puis,
un tour du destin a fait en sorte que j'ai revu un peu mes priorités puis ce que je voulais faire un peu dans ma vie. Et puis, j'avais mis de côté depuis plusieurs années ma pratique là, en atelier, ma pratique à titre d'artiste professionnel. Ça faisait, en fait, j'avais de la difficulté à conjuguer tous les rôles, tous les chapeaux. Ça veut dire j'étais maman, j'ai enseigné, puis j'essayais d'être artiste, mais je n'étais pas capable de conjuguer tous ces rôles-là en même temps. Puis le tour du dessin, en fait, c'est la naissance de ma fille qui a fait en sorte aussi que j'ai voulu faire le projet aujourd'hui. Ma fille Charlotte, en fait, malheureusement, est décédée à la naissance. Puis c'est là où j'ai vraiment réalisé c'était quoi le deuil périnatal. J'avais, comme peut-être d'autres femmes auparavant, vécu préalablement des fausses couches, mais on aurait dit que même à cette époque-là, quand j'ai vécu mes fausses couches, le deuil périnatal, mais c'est quoi le deuil périnatal? Puis là, maintenant, on dirait que j'en parle à tout le monde. Puis que, en fait, j'en fais un peu mon cheval de bataille. Mais pour moi, c'est parce que pour être artiste, c'est que il faut avoir une volonté un peu de faire changer les choses et que notre discours puisse aller toucher les autres, que ce soit pas seulement un soliloque qu'on fait avec soi-même, mais que on apporte aussi quelque chose à l'autre, soit en créant une œuvre, ou soit, comme dans le cas de la médiation culturelle qui s'appelle, pour beaucoup d'obscurité, Quelques éclats, c'était l'idée de monter un projet où c'était des ateliers créatifs. En fait, c'est 4 ateliers créatifs que j'ai offerts à une clientèle de parents ayant vécu comme moi un deuil périnatal. Puis, j'ai abordé d'entrée de jeu le MAM parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait l'entente culturelle qui s'offrait, en fait, des fonds pour développer un projet de médiation culturelle avec le citoyen. Puis c'est là que je me suis dit, moi, ce que je vis présentement, il n'y a pas grand-chose que je peux... Il n'y a pas beaucoup de ressources, en fait, que je peux aller voir. Puis je suis artiste, donc qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je fais avec le cadeau mal emballé, comme Annie-Ève aime dire? Puis c'est là que je me suis dit, je peux, dans mon cheminement dans le deuil, aller vers l'autre, partager cette expérience-là, mais donner aussi ce que je possède. Ça veut dire une passion, puis des connaissances en art, puis le goût de rencontrer l'autre. Puis, en fait, je reviens à MAM, je m'excuse. Je fais comme certains profs, là, j'appelle ça parler en spirale. Je dévie, je reviens au centre. On te suit, tout va bien. J'ai téléphoné Kim, puis en fait, je lui ai expliqué c'était quoi la prémisse du projet, que je voulais... faire ce projet-là en lien avec le deuil périnatal. Puis tout de suite, je pense qu'elle conduisait sa voiture, son véhicule. Puis là, elle a dit, écoute, là, je suis pas concentrée vraiment pour qu'on puisse en parler. On se reprend un rendez-vous. Mais tout de suite, d'entrée de jeu, je te dis oui. Ça nous intéresse. Puis là, je me suis dit, en fait, j'ai tout de suite trouvé mon partenariat, en fait, avec un organisme qui était dans le même secteur que moi. J'habite à Saint-Hubert. Puis, en fait, je connaissais le MAM parce que j'avais eu les conseils, en fait, en allaitement de la part du MAM au préalable. Parce que j'ai un fils de 5 ans et demi. Fait que je me suis dit, mais pourquoi pas, dans le fond, collaborer avec cet organisme-là qui est vraiment comme dans mon secteur. Donc, l'idée, c'était vraiment de m'allier avec Annie-Ève, qui est consultante, en fait, en deuil périnatal, pour développer des thèmes qui allaient être abordés à l'intérieur des différents ateliers. Donc, là, le premier atelier, ça s'appelait « Lettre à mon deuil ». Vous voyez que j'ai un petit côté là, poétesse en moi. J'ai voulu donner des titres, en fait, qui évoquait quelque chose, en fait, pour chaque atelier. Donc, le premier, c'était vraiment de faire une sorte de retour, en fait, sur... parce que dans un deuil, on n'est pas tous au même endroit, on n'a pas tous vécu le même genre de deuil. Il y en a qui c'était très récent, il y en a qui c'était un petit peu plus long, puis des fois, c'est sur des années aussi. Donc, l'idée, c'était un peu d'écrire une sorte de lettre à soi, qui restait secrète, dans le fond, qu'on remettait dans l'enveloppe, puis qui faisait une sorte de photo, en fait, de où est-ce qu'on en était rendu dans notre deuil, où est-ce qu'on se situait dans tout ça.
Puis, à tous les ateliers, en fait, j'amenais des thèmes différents. Comme là, c'était vraiment comme faire en sorte de faire le point sur la situation, mais par des exercices d'écriture, de dessin, on a abordé ça. C'est pas de l'art-thérapie, là, je fais juste le dire parce que je ne suis pas art-thérapeute. Là. Je voudrais pas me faire poursuivre par l'ordre des art-thérapeutes. C'était vraiment l'idée, en fait, d'amener à vivre une expérience, dans le fond, à convier les gens à vivre une expérience artistique, puis moi, en tout cas, je souhaite à dire vraiment, vous êtes courageux, ceux qui sont venus, les participants, parce que il n'y a pas eu, comment dire, c'est difficile, ça prend du courage, dans le fond, pour se dire, OK, mais là, j'affronte, je viens, en fait, prendre du temps pour penser à ce deuil-là, quand en fait, la plupart, tout ce qui nous mène dans notre vie fait en sorte qu'on veut le mettre de côté, ou il faut aller mieux, il faut passer par-dessus. Mais là, c'était vraiment l'idée de cohabiter puis de vivre avec son deuil sans nécessairement se complaire là, dans son deuil, mais ça prenait quand même du courage, je tenais à souligner. Donc, c'est ça, c'est des exercices de collage qu'on a fait. Puis, rendu au deuxième atelier, je ne sais pas si on peut voir, des tâches pour le dire, mais là, c'est le côté un peu ésotérique. Là. J'ai mis de la musique. Parce qu'il y a la musicothérapie, en fait, qui existe. Puis je me suis dit, on va aller vers une forme plus libre, en fait, de dessin. Parce que l'idée, c'était vraiment d'amener les gens à s'arrêter sur différentes phases de leur deuil, mais pour en faire un processus, pour pas que ça soit nécessairement on fait une belle œuvre ou j'ai-tu du talent, à quoi ça ressemble. Tout ça, c'était des choses que je voulais mettre de côté. Mais au final, c'est toujours beau. Tu sais, je sais que j'ai l'air gogoune quand je dis ça, mais c'est rare que quand on fait des tâches ou qu'on fait des essais en art, puis c'est dans un but, de se laisser aller, le résultat soit plus satisfaisant. Moi, je trouve qu'il y a toujours du beau, même dans le lait. Peut-être aussi que c'est ma formation en art contemporain qui fait ça, que je trouve que même dans le lait, il y a du beau. Mais puis il y a une esthétique qui se dégage de ça qui est vraiment forte, je trouve. Puis ça a été un atelier, je trouve, qui a eu quelque chose de puissant, peut-être à cause du fait que c'était d'allier une autre forme d'art, qui est la musique, à un geste plus spontané autour du dessin. Puis, en fait, à l'atelier numéro 3, c'est la phase, en fait, en parlant avec Agnève, elle m'a guidée un peu dans les thèmes à développer, puis elle a dit, c'est sûr que c'est le thème difficile, mais il y a les difficultés qu'il faut aborder. Quelles sont les difficultés à travers notre deuil, en fait, qu'on peut affronter. Donc, étant donné que j'aime beaucoup tout ce qui est auto-édition, puis je vais vous parler, en fait, du processus du livre. Ça s'appelle des petits fanzines. C'est des petits livrets, en fait, qui ne coûtent rien à faire puis qui prennent des heures de plaisir. L'idée, c'était de se créer une petite publication à soi, en fait, sous la forme d'un livre accordéon. Puis ça a été tout un processus. Dans le fond, il y en a qui ont apporté des images en lien avec leur enfant ou qui étaient associées vraiment à leur propre cheminement. Puis c'était un livret qu'ils gardaient pour eux. C'est pas moi qui ai conservé les livrets. Puis, en fait, si on peut aller vers la dernière, donner du sens à sa perte, mais là, c'était vraiment l'idée, je voulais quitter, en fait, c'était le dernier atelier, puis je voulais qu'on se quitte sur une note bienveillante, peut-être, envers soi-même. Puis, des fois, quand on traverse un deuil, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, on va se le dire. Donc, pour donner du sens à tout ça, puis apaiser un peu et mettre un baume, c'était l'idée de se faire une liste, mais une liste de nos envies. La liste à conserver dans nos jours les plus sombres, puis à aller piocher, en fait, dedans. Donc, l'idée, c'était vraiment d'écrire sur chacune des bandes, en fait, qu'on voyait à l'écran dans un pot. On mettait ce qu'on avait envie de faire, puis vous allez pouvoir le découvrir à l'intérieur du livre. Donc, ça le clôt, en fait, vraiment la série de 4 ateliers. Puis d'ailleurs, là, je vois Tara, là, je m'excuse, je n'ai pas dit, mais on était accompagnés par Tara qui travaille au MAM. Donc, l'idée, c'était aussi que je ne sois pas seule si jamais que
je puisse avoir un soutien si jamais il y avait quelqu'un qui allait moins bien. Parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas art-thérapeute, puis ça peut nous plonger dans des états parfois difficiles que de repenser puis de revivre des émotions en lien avec le deuil périnatal. Donc, au départ, je voulais faire, souvent, quand on fait une médiation culturelle, on veut après montrer, en fait, le fruit de ce qu'on a fait avec nos participants. Puis au départ, je me disais, je vais faire ce que je connaissais, en fait, dans la forme plus standard, c'était, je vais prendre des œuvres, puis je vais trouver une façon de le présenter. Mais là, je me suis dit, c'est pas des œuvres dans le sens où c'est un processus. Comment je fais pour montrer un processus? Et c'est là où le livre d'artiste a émergé. Comme je vous ai dit, j'aime en fait travailler tout ce qui est en lien avec l'édition, le livre. Puis ça a été le bon prétexte peut-être pour se lancer dans un travail éditorial, je dirais. Donc, l'idée, c'était vraiment de conserver, de jumeler texte et documentation photographique prise, entre autres, par Jean-Michel Seminaro, qui est encore ici aujourd'hui. Donc, autant dans les images prises sur le vif lors des ateliers que la documentation photographique des œuvres, dans le fond, qui ont été produites par les participants, puis d'en faire un livre que je voulais donner, en fait, aux participants. C'était vraiment ça, la motivation première, parce que je me disais, oui, bon, mais eux, ils viennent me voir, ils donnent beaucoup. Qu'est-ce que je peux leur offrir, en fait, en retour? Je voulais leur donner un souvenir, en fait, de leur passage dans les ateliers. Donc, l'idée du livre a comme fait sens aussi à ce moment-là. Puis, c'est aussi quelque chose à partager. Il y a quelque chose de l'intime dans le livre, donc on peut s'y replonger, on peut s'attarder, on peut arrêter. En fait, je ne l'ai pas fait tout seul, le livre, là. Je connaissais pas ça, mais c'est la direction artistique. Dans le fond, moi, je suis arrivée avec l'idée, la couleur pêche. Je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai comme eu un trip couleur pêche, mais ça rappelle un peu l'idée de la chair, d'amener quelque chose de plus doux, peut-être à travers la noirceur aussi. Fait que c'était un choix esthétique, mais aussi réfléchi. Puis la conception graphique, c'est Audrey Beaulé de Studio Gabarit. En fait, ça a été ma graphiste, elle m'a accompagnée. Elle a fait tout le montage, en fait, visuel là, du livre. Révision linguistique, hein, parce qu'on ne veut pas offrir un livre avec des fautes de français ou tout ça. Donc, je remercie Galadriel Avon. Photographie, bien, Jean-Michel Seminaro pour les photographies et ma douce moitié, Éric Saint-Pierre, qui est photographe autodidacte, mais ô combien talentueux. Puis, c'est ça, en fait, dépôt légal. Je ne vous nommerai pas les chiffres, mais en fait, ça pour dire que le livre... C'est une aventure. C'est une aventure, le dépôt légal. Puis, en fait, j'ai fait imprimer en risographie, qui est, étant donné que je viens des arts imprimés, je trouvais ça intéressant d'en faire aussi une démarche, dans ma démarche, un continuum, que ce ne soit pas comme un ovni, en fait, à l'intérieur de ma pratique, mais que j'y mette un peu du mien. Donc, il y a une sorte de trame qu'on imprime en risographie. Donc, les noirs sont jamais complètement noirs, puis les gris sont un peu... on voit une texture, en fait, c'est ça qu'on appelle la trame. Donc, avec des photos, ça donnait une bonne idée. Puis, on passe, en fait, le concept graphique, c'est qu'on passe du plus foncé au plus clair. Comme le titre le dit, dans le fond, là, pour beaucoup d'obscurité, quelques éclats, dans le sens où moi, je vois vraiment, j'appelle ça la traversée. Ça a été ma traversée, en fait, de perdre ma fille, dans le sens où la vie est faite ainsi, dans le sens où on peut plonger dans une grande noirceur pour plein de raisons. On ne les contrôle pas, en fait. Mais il faut s'accrocher, dans le fond, aux instants de bonheur qui sont, même s'ils sont fugitifs, existent. Puis je pense que ça a été un projet porteur de sens pour moi. Donc, autant je voulais redonner que ça m'a donné beaucoup aussi que d'accomplir le projet. Puis aussi, ben, en fond, aujourd'hui, ce soir, on va démystifier aussi c'est quoi, on n'arrête pas de dire deuil périnatal, mais peut-être qu'on pourra, d'entrée de jeu, là, poursuivre puis dire c'est quoi, en fait, qu'est-ce que le deuil périnatal, parce que j'ai l'impression que ça doit être le mot que j'ai le plus dit dans le dernier mois. Deuil périnatal. Ouais.
Bien, merci beaucoup, Myriam. Comme vous pouvez voir, la médiation culturelle, c'est plus qu'une pratique d'art. Autant au niveau de l'artiste, autant au niveau des participants, il y a un échange, il y a une rencontre, il y a un dévoilement de soi aussi, surtout dans ce genre de situation-là, comme ça. Donc, on va en parler un petit peu plus tard, mais vous pouvez voir tous les bienfaits que la médiation, que l'art peut avoir dans ce type de situation-là, si on veut. Donc, merci beaucoup, Myriam. Puis en effet, on va plonger dans la discussion, mais avant là, de vraiment s'échanger, là, puis tu te quittes là, entre nous. En effet, comme Myriam le disait, c'est quoi le deuil périnatal? Donc, on a quelques statistiques. Moi-même, j'ai été très surprise des statistiques. Ici, là, j'ai l'Institut national de santé publique. En 2019, environ 20 des grossesses se terminent en deuil périnatal. Donc, c'est quand même énorme. C'est comme une grossesse sur 4. Moi, ça m'a vraiment surprise et je me suis dit, mais mon Dieu, les familles qui vivent ça le gardent pour eux. Et de là, Myriam m'en parlait, elle dit c'est un sujet tabou, c'est un sujet... Eh bien, oui, en effet, avoir les chiffres, avoir les statistiques, en effet, ça semble être un sujet tabou, puis on va essayer de démystifier tout ça ce soir. Donc, pour commencer, moi, j'aimerais ça quand même... qu'on regarde, c'est quoi le deuil périnatal. Voyons, moi le dire, c'est Annie-Ève. Je cherchais ton nom, j'étais là, c'est Annie, mais il y a quelque chose à côté. Donc, peux-tu nous démystifier un petit peu? Tu avais commencé un petit peu tantôt à nous dire c'était quoi le deuil périnatal, mais c'est plus qu'une fausse couche ou... On l'entend beaucoup en termes de chiffres. On parle beaucoup d'une grossesse sur temps, X nombre de millions. Mais moi, déjà, ça touche péri pour autour, natal pour naissance. Donc, le deuil autour de la naissance. Maintenant, le autour de la naissance, ça va de différents types de pertes rapidement. Je pense qu'on avait une... Mais non, même pas. Il y a toute la notion de fausse couche connue, documentée et tout, mais moi, j'entends même le deuil de ne pas devenir enceinte. Donc, le bébé est conçu avant même d'être conçu. Le projet est là déjà. Et de plus en plus, on inclut dans le deuil périnatal aussi l'absence de grossesse. Donc, ça peut aller de ne pas devenir jusqu'à une mort après X nombre de jours. Même l'interruption, je pense, de grossesse est considérée si comme... le bébé décède autour de la naissance, c'est un deuil périnatal. Et effectivement, on peut documenter à X nombre de pourcents, mais il y a combien de femmes qui font des fausses couches à la maison et pour lesquelles on n'aura jamais une statistique. Et ça, il y en a de plus en plus aussi. Donc, mais moi, je trouve qu'au-delà des chiffres, ce qui est important pour le deuil périnatal, pour toutes celles qui sont ici, qui l'ont vécu, vous le savez, c'est tout ce que ça implique. D'absence de représentation du bébé, pas nécessairement le corps, pas nécessairement le sexe, un accouchement dans le silence, revenir à la maison les bras vides, arrêter de compter les semaines avant d'être rendu au bout, défaire la chambre, prendre des décisions importantes, les tests génétiques, l'autopsie, est-ce qu'on les fait, est-ce qu'on les fait pas, c'est toute cette charge qui vient autour. Puis moi, je dirais que c'est ce qui est le plus difficile. C'est toute l'humanité qui est là. Et ce qui est difficile dans le deuil périnatal, c'est le fait que moi, ce que j'observe, c'est que notre société n'est pas à l'aise avec ça, n'a pas la solution, comme on peut dire, ils se marièrent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et comme on n'est pas capable d'arriver avec cette réponse-là, c'est là où le couperet tombe et ça devient le silence. Puis moi, j'ai le goût de revenir là-dessus, puis je ne sais pas si je prends trop d'avance, mais... On est dans la discussion. On est dans la discussion. Je veux vous partager quelque chose parce qu'il m'est venu un flash en vous écoutant quand vous parliez de tout ce que c'est que la culture, l'art. En fait, je ne donnerai pas un cours de cerveau, mais c'est des choses qu'on enseigne aux professionnels. C'est que l'art, ça parle à une autre partie de notre cerveau. Exact. Et quand on est dans l'art, on est dans l'intuition, on est dans le vécu, le ressenti. C'est notre propre paire de lunettes sur le monde. Donc, on est dans une perception toute subjective de ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Et ça se passe dans notre cerveau limbique, qu'on appelle notre cerveau mammifère. Et notre société ne fonctionne pas bien avec le mammifère. Elle n'aime pas entendre tout ce qui
vient du cerveau mammifère. Et donc, tu pleures, ah, je suis mal à l'aise. T'es fâché. Ah, ben là, t'as pas le droit d'être fâché. Comment j'ai pas le droit d'être fâché? Être fâché, c'est une émotion normale. Je donnerai pas mon cours là-dessus, mais moi, ce qui me parle, c'est qu'on vient d'aller traiter un vécu humain et personnel dans cet espace-là où il est humain et personnel et non réduit à une statistique. Et ça, moi, je trouve que c'est immensément important, ne serait-ce que pour ça. Parce que cet espace-là n'est pas permis dans notre société. Et pourtant, puis c'est là où moi, je comprends pas, je me dis, si c'est une grossesse sur 4, on sait que les femmes mangent pas 2,1 enfants. Ouais. Ça concerne donc plus qu'une femme sur 4, au bas mot. Donc, je trouve ça intéressant. Puis j'avais le goût de le nommer parce que c'est comme si je venais d'attacher les choses sur, oui, cerveau gauche, cerveau droit, créativité, mais au-delà de ça, c'est le cerveau dans lequel je vis ma peine, le cerveau dans lequel je vais faire mon deuil et je vais prendre soin de moi. C'est pas du « t'es jeune, tu peux te reprendre », c'est pas « là, t'es bien suivi, ça va bien aller », c'est pas toutes ces bonnes raisons-là, qui sont probablement très bonnes, hein, mais qui sont pas de l'ordre de l'expérience humaine qu'on est en train de vivre. Mais au-delà de ça, je pense que l'affaire de la statistique, c'est que tout d'un coup, les gens ils réalisent l'ampleur que ça a. Oui. Ils réalisent aussi que... L'ampleur du silence. Oui, puis ils réalisent... Ben, ils réalisent ou ils réduisent à une stat, parce que c'est ça, c'est comme, ah oui, c'est non, il y en a beaucoup. Mais là, on peut confondre fréquence puis banalité. Ça aussi. Mais côté banalité, moi, ce qui m'avait... Là où quand j'ai fait l'activité dont je vous parlais tantôt, avec le deuil périnatal en médiation culturelle, ce qui m'avait choqué, puis à la fois tellement rassuré dans ce qu'on peut apporter en culture là-dedans, c'est qu'après l'événement comme tel, après donc la présentation publique qui a eu lieu, j'ai le père de parents endeuillés, donc le grand-papa, qui est venu me voir puis qui m'a dit... Ça fait 2 ans que je comprends pas. Ça fait 2 ans que je juge ma fille et mon gendre en leur disant « T'es ben trop jeune, tu l'as pas connu. » Les trucs habituels. Les trucs habituels. Le cortex. T'es jeune, tu vas en avoir un autre. J'ai dit des absurdités qui, aujourd'hui, je me rends compte à quel point ont blessé. Puis merci de m'avoir permis de me rapprocher de ma fille. J'aurais raté le reste de ma vie si je n'étais pas passé par ça. Mais de voir à quel point, puis vous venez d'en parler, pour soi, il y a tous ces éléments-là, mais face aux autres, face à sa propre famille autour, c'est horrible. C'est difficile. Il a matérialisé la perte. C'est ça qui est brutal. Mais quand on matérialise la perte, pour nous, ce qu'on se dit, c'est ben, j'ai bien raison de ne pas me sentir bien. Je suis légitime. Puis à partir du moment où je me suis donné cette légitimité-là, puis que je l'ai peut-être même obtenue de l'extérieur, parce que c'est ça que tu racontes qui est formidable, après ça, ce qui se passe, c'est que là, ben là, après, je peux faire mon deuil. C'est comme si, là, après, je vais pouvoir transiter vers autre chose, mais tant qu'on ne m'a pas reconnu ce que je vivais, tant que je ne me le suis pas reconnu, je vais toujours être avec cette espèce de nœud-là en dedans de moi. Tant que je ne me suis pas donné le droit. Oui. On parlait du silence, hein, tantôt. Se donner le droit. L'entremise de l'art est une plateforme super intéressante pour ça parce que c'est pas des mots dans certains cas, en effet. C'est s'exprimer autrement. Donc là, ils viennent découvrir en eux des aspects et puis des émotions peut-être qui avaient refoulé ou qui ne voulaient pas s'avouer. Donc, oui, en effet, ça peut être une plateforme super intéressante. Puis moi, ce qui m'a accroché aussi dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le milieu hospitalier ne semble pas au parfum, si on veut, de cet accompagnement-là face au deuil périnatal. Ce qui est assez surprenant au niveau des mesures, tu sais, quel type de mesures ou d'approche qu'on peut avoir face à ça. Et puis, peut-être que Mme Couture, là, vous pouvez vous exprimer aussi là-dessus. Dans le milieu de la santé, il me semble que pour moi, c'est les gens, les premiers là, qui sont là dans la salle d'accouchement ou dans
le bureau du médecin, donc ça devrait être les mieux outillés. Je suis surprise, encore une fois, par ce détail-là là, qui est mentionné depuis le début. Là, mais Kim, je te sens prête à rebondir. En fait, j'ai encore des trucs aussi. Ce que je vous dirais, c'est que les personnes qui sont en centre hospitalier sont aussi des êtres humains très mal à l'aise. Dans leur limbique à eux, c'est dur. C'est difficile pour eux. Donc, on s'attendrait à davantage d'empathie parce que c'est leur quotidien quand même. Hein? C'est leur pratique. Ils voient beaucoup, beaucoup de familles endeuillées. Mais je pense que des fois, la sensibilité n'est pas toujours au rendez-vous parce que, justement, ils voient beaucoup... Mais la sensibilité n'est pas au rendez-vous. Moi, je pense que quand on pense ça, là, moi aussi, je l'ai souvent pensé. Pour certaines personnes, je l'ai pensé, mais je suis pas si sûre. Parce que je me dis que peut-être que les plus insensibles et les plus brutaux dans la manière de donner les nouvelles, c'est peut-être ceux qui essaient le plus de s'écarter de cette immense douleur-là parce que c'est un gouffre pour eux. Ils savent peut-être pas quoi faire. Leur sensibilité, mais je te parle de la sensibilité à l'expérience de l'autre. Donc, il y a une manière dans le savoir-être et qui a avantage à être travaillé, être embrassé. Je suis d'accord avec toi. Parce que c'est ce qu'on se dit, c'est que c'est pas une machine, c'est pas un taco à 50 000 $, 5 millions, là. Hein? C'est de se connecter de personne à personne puis d'avoir la présence pour la famille qui vit le deuil. Il y avait ici à Longueuil un groupe de deuil qui s'appelait Les Rêves Envolés. Les Nouveaux Rêves. Puis malheureusement, la réforme du milieu de la santé a fait que l'intervenante qui portait ça a été réaffectée à d'autres choses et le groupe est un peu tombé, est tombé finalement. Puis nous, on a pu reprendre dans le fond mais à notre sauce, dans le milieu communautaire, avec une approche peut-être qui est un peu différente. Le réseau de la santé continue à avoir des interventions en individuel, mais le groupe, il n'existe plus, malheureusement. En tout cas, pour ce que je connais sur le territoire ici. Là. Quand tu parles d'intervention, tu parles plus au niveau des CLSC? Oui, des suivis en postnatal. C'est que Pierre en charge de psychologique, dans le fond, là, avec une travailleuse sociale. Mais qui sont En fait, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ont conservé quelques intervenantes en postnatal qui demeurent attitrées aux familles endeuillées. OK. Les ponts sont, je veux dire, le service est encore pour être davantage connu des familles, probablement. Donc, c'est pour ça, dans le fond, que vous avez créé des moyens, des outils, des groupes d'écoute où vous accueillez des projets de médiation. Donc, c'est pour venir combler ce manque-là, je suppose, en milieu. Parce qu'on voulait... l'approche de soutien par les pairs est importante et différente aussi. Hein? Donc, c'est vraiment ça, le pouvoir se dire, s'entendre, développer un langage qui va éviter les impairs, comme tu as nommé tantôt. Puis quand tu m'as appelé... Ouais. Je veux dire, on venait de déposer notre projet. Puis là, je dis, c'est sûr, on va avoir une intervenante périnatale. Oui, ça va marcher. On va pouvoir faire ça ensemble. Ouais. Et je crois beaucoup à l'art pour pouvoir exprimer des choses. La maternité, c'est difficile. C'est plein d'ambivalence. C'est plein d'obscurité, de petits raccoins. Et on vit dans l'injonction du bonheur de la grossesse. C'est vrai, hein? C'est fou quand même quand j'y pense. Là, c'est... Mais je vais faire ma petite parenthèse théorique là-dessus, si tu permets. L'injonction du bonheur, justement, c'est pour rester dans ce qui est contrôlable. Tu as dit, les petites boîtes, c'est tout du cortex, ça. Puis c'est que si tu viens dire que tu n'es pas heureux avec ton bébé ou que tu vis une dépression ou que tu vis... Ben là, si toi, tu parles de ton malheur, moi, je me sens mal avec mon impuissance parce que je sais pas quoi faire avec ton malheur. Tu viens peser sur des boutons en dedans là, que je sais pas trop quoi faire avec ça. Fait que sois donc heureuse. Il est un beau bébé que toi, il est en santé. Puis c'est là qu'on vient de couler vers qu'on parlait. J'adore l'imitation. Toute ressemblance avec une personne réelle est purement coïncidente. Mais c'est intéressant parce que ça parle ça aussi. Puis c'est vrai aussi pour... Puis j'ai envie de dire, c'est vrai aussi pour quand on l'a, le bébé, après.
Là, j'ai pas le droit d'être triste après ou fâchée ou malheureuse avec le bébé qui est né après le deuil. Parce que là, je le sais tellement comment c'est terrible de ne pas en avoir. Ben oui, mais ça veut pas dire que ça va être toujours parfait pour autant. Je vais aussi traverser des moments plus difficiles, puis c'est OK, il faut que je me donne ce droit-là. Mais c'est toute cette espèce de zone d'inconfort palpable. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote, puis ça va ailleurs, mais pas. Okay. Je suis tombée sur une vidéo, vous savez, les trucs de caméra cachée, des fois, là, dans les lieux publics. Moi, j'adore ça. Et là, il y a le gars qui se tient dans le métro, qui est avec son téléphone, et tout ce qu'il fait, il rit. Il part à rire. Puis il rit, mais c'est un excellent comédien. Puis, ha, 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 à gorge déployée. Et la caméra filme les gens pendant qu'ils rient. C'est fascinant de voir cette expérience sociale-là. Le malaise, les gens sont comme... puis ils se regardent. Et c'est le rire. Au final, les gens finissent par se faire entraîner parce que le gars, il est extraordinaire. Puis finalement, tout le wagon rit dans le métro. Sauf qu'avant d'en arriver là, il y a eu un malaise avec l'expression d'une émotion à grand déploiement, qui est pourtant la joie. J'étais fascinée. C'est une émotion positive. C'était positif, c'est ça. Donc, imaginez négatif. Pleurer. Ben oui, Exact. c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'était ma petite... Bien, c'est ça, tout à fait. Notre société, on en parle depuis tantôt, c'est comme un tabou, ce deuil-là. C'est sûr que au niveau des parents qui vivent ça, personne pense voir un jour son enfant mourir avant soi. C'est comme inconcevable. Et puis, on dirait que la société a comme ce mode-là, autant au niveau des rituels aussi de mort. Ça a beaucoup changé, hein, n'est-ce pas, des époques à l'autre. On se détache du corps, justement. Maintenant, c'est dans une urne, avec toutes les nouveautés médicales, on peut quasiment s'en sortir. On meurt quasiment plus de vieillesse. Tu sais, donc, dans tout ça, le fait de devoir gérer, c'est comme un double tabou là, au niveau des parents, là, pratiquement. Là, on dirait face à la société, il y a comme vraiment un malaise face à ce double tabou-là. Et en effet, j'ai l'impression que la médiation culturelle, comme Michel le mentionnait, on est vraiment dans la rencontre, on est vraiment dans l'expression de soi, dans la découverte de soi par l'entremise de quelque chose de nouveau ou de différent. J'ai l'impression peut-être que ça peut casser certains tabous des deux côtés, peut-être. J'aimerais... Émilie, moi, j'aimerais juste dire là-dessus que si aujourd'hui, on peut procéder au lancement de ce livre-là, si on peut saluer ton travail exceptionnel que tu as fait, puis le travail merveilleux que les participants ont accepté de faire, ont eu le courage de faire, c'est grâce à un bureau du ministère de la Culture qui a écouté. Moi, il y a plusieurs années, j'ai été reconnu comme un extraterrestre. J'allais voir la culture, on me disait que j'étais trop social. J'allais voir le social, on me disait que j'étais trop culturel. Et j'ai réussi par des entourloupettes à faire les premiers projets. Et après ça, on est parti avec notre bâton de pèlerin. Et autant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement québécois. Et la première écoute que j'ai eue à l'époque, et je parle il y a 20 ans de ça, puis il y a 15 ans de ça, puis il n'y a pas si longtemps, c'est au Bureau de la culture de la Montérégie. On doit être extraterrestres, nous aussi. Ben, on se comprend. moi, je tiens à saluer, Emmanuel, parce que toute votre équipe à l'époque, tu te rappelles Laurence, Annie, qui est encore là, qui est encore là. Tous les projets que j'ai faits de mon côté en médiation culturelle ont été rendus possibles parce qu'il y a un bureau du ministère de la Culture dans une région X qui s'est appelée la Montérégie, qui a accepté d'écouter ce qui se passait sur le terrain, qui a pris ça, qui a amené ça à Québec, qui a ouvert les portes de ça, qui nous a permis d'en parler encore plus fort. Et aujourd'hui, la médiation culturelle fait partie des demandes, des possibilités pour toutes les villes qui veulent signer des ententes triennales de développement culturel au Québec. Aujourd'hui, la médiation culturelle est fortement recommandée. C'est un des champs d'action qui est le plus ciblé, effectivement, puis qui a des résultats les plus concrets aussi. Parce qu'au ministère, on veut offrir des occasions de culture pour le citoyen, donc le citoyen directement. Donc, la médiation culturelle, la culture santé aussi, c'est un des champs d'intervention où on voit que les résultats sont le plus concrets pour l'humain, en fait, derrière. Donc, merci, mais merci aussi aux gens sur le terrain qui croient, qui sont à l'écoute des besoins, qui savent saisir les opportunités aussi.
Vous prenez les besoins qui sont sur le terrain, vous nous les ramenez, mais c'est vous qui êtes Mais c'est directement. un vrai travail d'équipe. Hein? Ben, c'est- Parce que ça a pris des années avant, pas avant que vous écoutiez, parce que vous autres, vous avez écouté, mais je veux dire, avant qu'on trouve une oreille quelque part. Et cette oreille-là est arrivée au bon moment. Fait que ça, vraiment, je trouve ça exceptionnel. Puis moi, je suis persuadé, je n'ai pas toute l'histoire de tous les travaux dans l'ensemble du bureau des ministères de la Culture dans les régions, mais je suis persuadé que la Montérégie a fait avancer la cause, pas en Québec, au niveau de la médiation culturelle. J'en suis personnellement persuadé. Ben oui, c'est ça. C'était une de mes questions qui me venait en tête, Emmanuel, de où est partie vraiment l'envie de faire des projets culture-santé. Est-ce que c'est venu du terrain, justement, et que vous avez très bien écouté, ou vous aviez vu les besoins ou les situations qui méritaient qu'on essaye la médiation culturelle? Mais, Curieuse. en fait, on savait qu'il y en avait sur le terrain, mais c'est pas tout le monde qui appelle ça de la même façon. C'est pas tout le monde qui est familier avec le concept de médiation culturelle, mais quand tu te mets à parler avec eux, bien, finalement, ils en font de la médiation culturelle, ils font des projets culture-santé. L'intérêt s'est développé un peu plus autour de 2019, quand on a accueilli justement notre stagiaire qui était à l'INRS. Elle cherchait un sujet de recherche. On lui a proposé de faire une recherche terrain pour aller documenter les projets culture santé parce qu'à la direction régionale, on avait l'impression qu'il n'y en avait pas. On avait l'impression que nos partenaires ne s'intéressaient pas à la culture santé. Mais finalement, il y en a des projets. C'est juste que les gens ne les nomment pas comme ça. Les gens les font sur le terrain. Mais après ça, la diffusion qui est faite autour des projets, souvent, ça reste un peu en vase clos, malheureusement. Et on aurait besoin d'une meilleure diffusion pour faire connaître les projets. Sinon, bien, tout récemment, il y a le plan d'action interministériel en santé mentale qui est sorti, le 2022-2026. À travers ce plan d'action-là, il y a des actions qui sont ciblées pour les 12-18 ans pour la santé mentale. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on touche beaucoup ces temps-ci. L'importance de la santé mentale, ça aussi, c'est un autre tabou de la société. Le plan d'action vient aussi donner des chiffres qui disent que bien, une personne sur 5 vit des situations de santé mentale. Mais on n'en parle pas. Puis par santé mentale, on ne parle pas juste de dépression. Là, c'est aussi vivre avec de l'anxiété, c'est pour être capable d'exprimer adéquatement ses émotions aussi. La santé mentale, c'est très, très large. Donc, on est tous sujets à la santé mentale, à avoir quelqu'un dans notre entourage qui aurait besoin d'une écoute ou que ce soit nous-mêmes. Donc, c'est pour ça aussi que, bien, à la direction régionale, on s'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Il y a des appels de projets qui vont dans ce sens-là. Oui, maintenant, c'est très ciblé, là, C'est très ciblé, en effet. Là, donc, vous avez vu le besoin, vous avez vu l'intérêt d'en faire des appels de projets ciblés. Oui, puis on a aussi des enveloppes spécifiques qui sont souvent des beaux cadeaux. Là. Quand on a une enveloppe spécifique pour les aînés, par exemple, on en parle à nos partenaires. Sur le terrain, ils sont capables d'aller cibler. Ah oui, la clientèle aînée, il y a ces besoins-là, ces besoins-là. On va faire tel projet culturel pour eux. Donc, c'est de saisir les opportunités qui sont sur le terrain. Puis moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer sous le radar toujours. Ouais. Absolument. Et grâce à ce que vous faites, on les aura pas revus avec des problèmes de santé mentale qui, là, vont être répertoriés. On les verra peut-être jamais. Je suis convaincue, moi, parce que des deuils non faits, ça pèse, puis ça a des immenses impacts pour beaucoup de gens. On pense souvent aux papas. Les hommes, face au deuil périnatal, c'est souvent un truc très féminin. Le gars va se tenir le plus possible pour tenir sa blonde puis assurer toute la partie matérialité parce que ben, il faut bien qu'il y ait de la bouffe qui se mette dans l'assiette quand on traverse ça. Et souvent, les hommes, quand la conjointe remonte, ben là, il va se passer quelque chose. Et souvent, ça se passe même après la naissance du bébé suivant, où là, il va vivre une dépression, il va vivre quelque chose. Et ça fait tellement de temps que là, il n'y a plus personne qui fait le lien avec le deuil périnatal. Mais en fait, c'est ça. Puis ça, c'est vu souvent. Puis je serais curieuse de savoir dans quelle mesure les hommes aussi vont s'intéresser à tout ce qui est culturel. Les hommes, puis j'ajouterais aussi, le deuil périnatal peut toucher toute la famille. On peut penser aussi aux frères et sœurs qui sont qui vivent cette émotion-là, mais des fois, ils sont tout petits, ils ne sont pas capables de l'exprimer, ils ne sont pas capables de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. C'est aussi une clientèle qui
qui a besoin d'écoute, puis vers laquelle des projets de médiation culturelle peuvent avoir un grand impact dans leur capacité d'expression de leurs émotions. Ils ne sont pas capables de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, mais avec l'art, en leur donnant un crayon, un papier, c'est la forme d'expression primaire qui ressort. Mais ce qui est extraordinaire avec la médiation culturelle, c'est qu'on crée des rencontres improbables. La médiation culturelle n'a pas besoin... Comment je dirais ça? Je recommence ma phrase. La personne qui ne se sent pas rejointe par la culture va pouvoir se sentir bien dans une médiation culturelle. Parce que souvent, c'est un détour qu'on fait. Ouais. Dans la médiation culturelle, on fonctionne avec soit des groupes déjà formés, des couples qui viennent consulter, ou peu importe le type de médiation culturelle qu'on fait, pour quel sujet, les gens viennent un peu dans le détour, vivre quelque chose en gang, avec notre conjoint, avec notre... Et par ce détour-là, on ne va pas faire une activité culturelle. Moi, pendant 20 ans, j'ai fait de la médiation culturelle où la seule fois que je nommais les mots médiation culturelle, c'est quand j'allais chercher mes budgets au conseil de ville. C'est quand j'allais chercher des budgets Ben oui! C'est quand j'allais faire des... Parce qu'à un moment donné, ce qu'on a fait a été reconnu ailleurs. Fait quand on allait parler en conférence un petit peu partout, c'est là que je me mettais à parler de médiation culturelle. Mais la population avec laquelle je travaillais l'ignorait, mais totalement, que c'était de la médiation culturelle. À un moment donné, dans mes conférences, je leur disais, arrêtez de la nommer, faites-la. Vivez-la. Vivez-la. Parce qu'il y a trop eu d'années où on s'est posé la question, est-ce que c'est le bon terme? Est-ce que c'est vraiment de la médiation? Ouais. Là, on parle de médiation familiale, on est trop dans le légal. Arrêtez. Faites-la. On va la faire, on va la vivre ensemble, puis on va arrêter de s'empêtrer dans les mots. Puis aujourd'hui, cette expression-là, médiation culturelle, est devenue évidente parce que ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'on la vit et que les résultats sont là. Moi, si je vous disais que dans ma carrière, autant à Salaberry de Valleyfield qu'à Vaudreuil-Dorion, quand j'étais en milieu municipal et maintenant du côté de Culture pour tous, dans tout ce qu'on voit à travers le Québec, moi, je vous dirais qu'au Québec, là, si on parle de santé globale des collectivités, de santé individuelle, là, moi, je suis prêt à parier qu'il y a plus de 50 des actions de médiation culturelle qui sont liées à la santé. Oui. Directement. Mais on ne le nomme pas. Puis rarement aussi avec les participants, on va le nommer que c'est de la Oui. médiation culturelle. Parce que ça pourrait mettre de la pression. Oui, c'est sinon, ça, on va il faut se que je le livre nommer quelque chose. entre nous, les artistes ou de ce style-là, mais Écoute, rarement. Émilie, on n'a même pas de données encore. On travaille là-dessus depuis 2 ans, Culture pour tous, une première fiducie d'utilité sociale en données culturelles pour pouvoir venir nommer l'impact social et l'impact sur la santé individuelle et collective de la culture. Le projet s'appelle Culturepédia. On est en train de lancer ça. Ça fait 2 ans qu'on est là-dedans avec des partenaires de toutes les francophonies canadiennes. En fait, une belle gang de fous qui rêvent depuis toujours d'avoir enfin des données pour prouver à nos bailleurs de fonds, à tout le monde qu'on ne rêve pas. Ça fait une différence, ça change des vies et ça sauve des vies. Puis moi, j'ai hâte tantôt quand on va entendre les gens qui sont devant nous. Parce que tantôt... Il y en a que j'ai reconnus sur les photos. Il y en a que j'ai reconnus sur les photos. Puis j'ai hâte de vous entendre aussi. Mais bon, j'arrête de parler. Moi, j'ai le goût d'entendre un petit peu, Myriam, parce que tantôt, tu disais, mais arrêtez de le dire, puis faites-la. Moi, je voudrais savoir, là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que vraiment tu dis, je me plonge dans ce projet-là, je veux... J'allais dire me libérer de toutes ces pensées-là par ce projet-là. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui a déclenché pour que tu le fasses, que tu plonges. Ben, en fait, je pense que c'est vraiment lié à ma démarche comme artiste. J'ai présenté, en fait, le mois passé, je suis partout, en fait, à Longueuil de ce temps-là, mais j'ai présenté, dans le cadre de la manifestation JOS, les territoires, j'habite les territoires, une installation, en fait, artistique composée de poèmes. J'appelle ça... Ça s'appelle la poésie visuelle. Dans le fond, c'est des collages par collage. Fait que je vais chercher des mots dans des livres, dans des journaux, un peu partout, dans le fond, où il y a de l'imprimé. Puis quand j'étais en train de vivre, en fait, que j'ai eu l'annonce, en fait, que ma fille, ça n'allait pas, puis que j'allais traverser toute la gamme des émotions, puis en fait un peu l'enfer qui a suivi là, avec l'hôpital, puis les suivis, puis le fait d'être un peu
déshumanisé, tu sais, ou même d'être considéré comme un cas et non pas comme un humain, une femme qui porte un enfant puis que ça va pas. J'ai commencé à écrire, en fait, pas dans un but de faire un projet, d'exposer, puis tout ça. Puis c'était vraiment juste une façon pour moi de me décharger, en fait, de ces émotions-là difficiles. Puis comme on parle de tabou, justement, tu sais, dans la maternité fantasmée, mais c'est pas juste la maternité, en fait, c'est un petit peu... les réseaux sociaux ont ça de bon et de mauvais, c'est qu'on a l'impression que les gens ne vivent que du bonheur, quand en fait, il y a aussi des petits drames qui se trament parfois, mais qu'on n'ose pas dire. Tu sais, pourquoi, je sais pas. C'est correct aussi, je veux dire, je juge pas les gens sur comment ils vivent comment ils gèrent leur profil Facebook ou Instagram. Mais moi, en tout cas, dans tout ça, je me sentais tellement mal, puis je souhaitais tellement aller, d'avoir peut-être des mots de réconfort ou d'aller, de briser, dans le fond, mon isolement, que j'ai commencé à faire on appelle ça des posts. Là. Je ne sais pas s'il y a une façon de le dire en français, mais en tout cas, des publications avec des photos. En fait, je prenais en photo les poèmes, un peu comme une espèce de cri, un appel à l'aide ou un cri du cœur. C'est un mélange un peu entre tout ça, en fait. Je ne sais pas trop, mais beaucoup de gens m'ont écrit par la suite, puis ça m'a... J'ai comme senti qu'il y avait une forme de solidarité, tu sais, parce que il n'y avait pas d'image, tu sais, il n'y avait pas de photo de ma fille, il n'y avait pas de photo, tu sais, de l'intime, mais pourtant, on était dans le très intime, parce que je racontais ce qu'on était, en fait, ce qu'on dit pas, tu sais, comme je me sens seule, je me sens ci, je me sens ça, je vis ça, j'ai vécu l'horreur, tu sais, fait que c'était pas tant pour me mettre en scène que d'aller aussi jusqu'à une forme de collectif jusqu'à un certain point, parce que finalement, qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais à aller parler à d'autres femmes, d'autres hommes qui avaient vécu le même enfer que moi, puis qu'on puisse connecter d'une certaine façon, ou que quelqu'un ne l'ait pas vécu, mais ressente l'émotion qu'à ce moment-là, j'avais tenté d'exprimer. Puis là, je ne sais plus où est-ce que j'en suis rendue, là. Je sais tellement... Mais en tout cas, bref, le projet est né vraiment comme ça parce que je me suis dit, de cette trame-là, dans le fond, de commencer à écrire, à un moment donné, je me suis dit, mais je pourrais le faire vivre autrement. Moi, ce que j'ai fait, en fait, par l'écrit, d'autres pourraient le vivre à une autre forme d'échelle, sans que ce soit dans une démarche artistique, mais que ce soit justement un projet de médiation culturelle qui permette de rassembler des gens qui, comme moi, ont vécu un deuil périnatal. Fait que pour moi, c'est une façon de trouver une forme de communauté, puis de voir aussi peut-être un petit peu plus loin que juste mon expérience individuelle, de voir comment peut-être d'autres le vivent aussi. Je me souviens que tu avais parlé de cette mise en groupe en commun sans passer par les mots, ou les mots au sens de devoir échanger avec l'autre. Oui. Je me souviens que tu parlais de cet inconfort de certaines personnes, que certaines personnes pourraient avoir de devoir s'exprimer devant les autres, puis que pour toi, c'était, j'ai envie qu'on soit ensemble, qu'on ait ce vécu-là en commun, mais sans obligation d'échanger. On le fait si on en... Puis là, on a quelque chose dans les mains. Parce qu'en fait, souvent, c'est des groupes de soutien, de prise de parole, mais il n'existe pas beaucoup de formes alternatives, en fait, pour s'exprimer. Puis je pense que, justement, on parlait de l'expression par l'écrit, par j'allais dire la poésie, mais plus par le dessin, tout ça. Mais moi, c'était ça que je voulais proposer à travers ces ateliers-là, parce que je pense pas que tout le monde puisse se retrouver, non, dans un groupe de parole. Souvent, c'est surtout les femmes, peut-être. Je ne veux pas non plus trop genrer là, la façon dont je le dis. Là, je ne veux pas me faire attaquer par la suite, mais je vais juste dire que peut-être que les femmes, on a plus spontanément... je prêche pour ma paroisse, là, mais on a plus spontanément
une certaine facilité, tu sais, à échanger, à parler. Ça vient chercher peut-être quelque chose de nourrir nous, mais en fait, je voulais l'ouvrir aussi autant aux femmes qu'aux hommes. Puis il y a des types de personnalités aussi, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde que de faire de la conversation ou d'aller parler, en fait. Fait que ça parlait autrement, peut-être. Puis j'aimerais ça voir l'autre côté, chez MAM, les répercussions, admettons, de ce projet-là. Peut-être qu'Emmanuel et Michel pourront compléter par les expériences qu'ils ont vécues aussi, mais est-ce que vous trouvez que la médiation a vraiment sa place dans ce genre de situation-là? Est-ce que toi, Kim, tu as senti des répercussions suite à ça? Peut-être que les participants aussi pourront peut-être que le mentionner Tara, tantôt. Si tu là, veux, parler un petit peu de l'expérience que tu as vécue comme co-facilitatrice, je dirais, de l'événement. Mais ce que je trouve magnifique, c'est qu'on peut se partager l'universalité de ce drame humain-là, qui est non-genré, qui touche beaucoup de gens autour de nous. Oui. Et de le vivre en collectivité, il y a quelque chose qui est très puissant. Donc, moi, je suis vraiment pleine de reconnaissance que tu nous aies choisis, parce que nous, on a été vraiment privilégiés. Hein? c'est un plus à votre pratique, un peu. C'est un plus à l'offre. Puis comme je te disais tantôt, l'idée de rentrer l'art partout chez MAM m'habite là, constamment. Dans des groupes, par exemple, de vécus difficiles d'accouchement, où est-ce qu'on va parler, on va vouloir passer du je au nous, puisque nous sommes plusieurs à vivre des expériences difficiles autour de ça. Comment on peut utiliser l'art comme moyen de revendication. Donc là, moi, je suis allumée au bout. Donc, c'est sûr que nous, on va faire d'autres projets de médiation culturelle. Mais est-ce que, Tara, tu pourrais parler un peu de... si tu as envie? Ah, c'est gênant, hein, le micro? Tu t'attendais pas à ça? Non, en fait, la seule chose que je veux rajouter, parce que Kim t'exprime vraiment bien la posture de MAM puis l'enthousiasme de MAM par rapport au projet à Myriam, ça va tellement chercher quelque chose de différent que lorsqu'on s'exprime avec des mots, lorsqu'on parle de notre vécu. Puis, je crois profondément que les deux sont complémentaires, puis les deux vont répondre à des besoins qui sont différents. Mais nous, ça nous a vraiment inspirés, puis on a choisi, après ça, dans nos groupes de soutien, d'intégrer des périodes, des soirées où on va utiliser seulement cette approche-là pour sortir du rationnel. Fait que ça nous a vraiment amené un plus qu'on va garder sur du long terme là, chez MAM. Bravo. Alors, merci. Wow, vraiment. Donc, c'est vraiment... vous voyez qu'il y a un besoin dans vos milieux et puis vous voyez que la médiation peut être un élément clé dans ce cheminement-là. Ici, c'est dans le deuil. Puis, Myriam, tu parlais tantôt de se rassembler. Donc, je suppose que c'est pas se rassembler avec monsieur, madame, tout le monde, le voisin, chose bine. C'est de se rassembler parce qu'on a vécu la même chose. Et il y a quelque chose, je pense, là-dedans qui est très important aussi. Toi, Emmanuel, au niveau des milieux de la santé, justement, je suppose, on s'entend que tu dois être une vendue de médiation culturelle et de ses bienfaits, mais tu trouves-tu que ça a sa place dans les milieux autres que la culture, par exemple? Absolument. Puis, tout à l'heure, je parlais du plan d'action interministériel en santé mentale. Dans le plan d'action aussi, il y a quelque chose qui m'a frappée quand je le lisais. Ils ont sondé des utilisateurs de services de santé, puis ce qui ressortait aussi, c'est au-delà des services en santé, ce qui faisait du bien aux gens, c'est de la complémentarité des approches. Aller en nature, parler de spiritualité, pratiquer un sport, pratiquer la culture. Donc, c'est explicitement nommé et c'est démontré que ça fait du bien. Je voulais peut-être aussi rebondir. Tantôt, Michel a parlé de l'importance d'avoir des statistiques, des études. On a beaucoup d'études qui démontrent les bienfaits de la culture sur la santé. On a des données qui démontrent l'importance des projets de médiation culturelle sur les participants, mais on a très peu de données qui démontrent l'effet à long terme. Voilà. Puis,
oui, on va vivre la médiation culturelle, on va vivre quelque chose. Peut-être qu'on n'ira pas chercher ce qu'on voulait aller chercher au départ. On vivra peut-être pas l'émotion qu'on voulait. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, il y a peut-être quelque chose qui va germer, il y a peut-être d'autres impacts qui vont naître de ça, mais on n'a aucune trace de ça, c'est pas documenté. Donc, ça serait très important de se pencher sur cette question-là aussi pour continuer de mettre en valeur l'impact des projets de médiation culturelle sur la santé mentale, sur la santé des gens. Oui, tout à fait. Bien, vous m'inviterez à participer à ces études-là aussi. C'est un beau projet, puis, parce qu'en effet, moi aussi, je baigne là-dedans depuis plusieurs années, puis en effet, c'est un manque. On s'en reparle. On a besoin parle. de plus de monde possible autour d'un projet comme celui-là, bien entendu. Puis, si tu permets, je réponds à ta question que tu disais par rapport à est-ce que ça se peut que la culture a une place importante là-dedans? Moi, je te dirais que c'est essentiel. Avec le temps, je redécouvre l'essence de ce qu'est la culture. Si tu m'avais demandé il y a 20 ans comment je définissais la culture et comment je la définis aujourd'hui, c'est deux choses complètement différentes. Mais on part toujours des mêmes constats. Hein? Pour moi, la culture est beaucoup plus large que l'acte créatif et que les disciplines artistiques, par exemple, les lieux de diffusion. Mais ces disciplines artistiques-là, ces lieux de diffusion sont la fondation de ce qu'on est au niveau culturel comme peuple, parce que ça fait partie de nos référents culturels. Moi, votre référent culturel, c'est peut-être Passe-Partout. Moi, c'est Fanfreluche. Ça dépend des âges. Ça. Mais c'est un référent culturel pareil. Puis quand on se réunit avec la culture pour se parler, on peut être soi-même. On peut être soi-même sans compétition, sans non plus la pression de dire « Mon Dieu, moi, je ne suis pas un artiste, ça ne marchera pas, je ne suis pas bon. L'approche de la médiation culturelle permet justement ça. Et la donnée, on a besoin pour venir appuyer ce qu'on se sert depuis plus de 20 ans, qui est le storytelling. Excusez-moi pour le terme anglophone. Là. On raconte nos histoires en médiation culturelle depuis 20 ans. C'est comme ça qu'on enseigne la médiation culturelle. On raconte les histoires. On raconte vos histoires que vous vivez. Parce que quand on les voit, quand on voit les participants vivre des choses, nous, on met ça dans notre sac à dos d'humain, puis on part avec ça, puis en notant les noms, bien sûr, par respect. C'est ces histoires-là qui nous ont permis d'amener la médiation culturelle là où elle est rendue aujourd'hui. Moi, je me souviens quand on a fait justement notre action à laquelle vous étiez, pour remonter jusqu'au soleil, les papas étaient très discrets, ne parlaient pas beaucoup, jusqu'à temps qu'il y ait un papa qui choque. Parce que l'artiste voulait illustrer les enfants décédés par des anges ou des papillons. Puis le père s'est choqué en disant « Mon ange, c'est pas mon fils, c'est pas un ange et pas un papillon. C'est un bébé décédé. Il est mort, puis je peux pas le tenir dans mes bras. Puis je vous épargne les crises de calice de tabarnak qui ont... Et ça, c'est venu... Là, j'ai de la difficulté à le dire. C'est venu me toucher profondément. Parce que c'est là que c'est venu me prouver que la culture peut nous amener dans un état de confiance pour nous permettre de laisser partir ça complètement. Et c'est pour ça que culture, santé, médiation culturelle, où est-ce que les frontières s'arrêtent, où est-ce que... Les études nous le diront, les chercheurs font leur travail en ce moment. Et le ministère nous accompagne là-dedans. La dernière politique culturelle du ministère, oh mon Dieu, est arrivée comme... Partout, la culture. est arrivée comme... Ah, enfin, c'est reconnu. Mais vraiment, je pense que la culture est essentielle à nos vies, point. Puis ça, c'est en dehors de se guérir comme du deuil périnatal, se l'est. Mais imagine s'il n'y avait pas de culture dans nos vies. Il n'y aurait pas d'architecture, il n'y aurait pas de musique, il n'y aurait pas d'œuvres d'art urbaines quand on s'en va, il n'y aurait pas de design dans les parcs. Nos villes, urbanistiquement, ne seraient pas nos villes. Nos rencontres avec les autres, leurs différences, que ce soit culturelles, leur lieu d'origine, leur âge, on n'irait pas à la rencontre de l'autre de la même façon. Et c'est pour ça que pour moi, c'est intrinsèque. Là. On doit changer notre définition même de la culture. Et là, on va comprendre que le lien avec la santé est juste naturel. J'ai envie de rebondir sur ce que tu parles quand tu parles de l'histoire. Parce que l'être humain, là, on en parle du point de vue
de la culture, mais en fait, raconter des histoires, c'est comme ça que les peuples se sont définis. Je veux dire, les Amérindiens racontaient de génération en génération les histoires. C'est comme ça que c'est transmis. Les transmissions étaient d'histoire à histoire. Moi, je regarde en PNL, on raconte beaucoup d'histoires parce que dans l'histoire, on se reconnaît. L'être humain a besoin de se faire raconter des histoires, d'une part pour processer, pensez-moi l'anglicisme, mais aussi pour justement détenir cette lignée-là dans laquelle on s'inscrit. Et je pense que c'est encore un argument pour le prochain pitch, pour aller encore plus loin, parce que l'art, c'est raconter l'histoire avec d'autres choses que des mots, tout simplement. Mais l'histoire, c'est nos racines, c'est nos fondements. C'est tellement puissant, le besoin qu'on a de raconter une histoire et de se mettre en scène, qu'il y a des géants dans le monde comme Facebook qui en ont fait leur fonds de commerce. Oui. Je veux dire, les médias sociaux, c'est ça aujourd'hui. Là. C'est une plateforme pour raconter nos histoires, quelles qu'elles soient, pour avoir une place, pour sentir qu'on existe. Mais c'est aussi la guérison qui passe par des histoires. Tellement. Tellement. Et puis, est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux? Médiation, santé, si on parle de ça. Qui me disait tout à l'heure, moi, j'en veux d'autres projets. Donc, il y a clairement quelque chose à développer de votre côté que vous n'avez pas fait, que vous avez commencé avec le projet Myriam. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux? Est-ce que vous pensez... C'est sûr qu'il y a toujours des projets à développer, bien évidemment. Les chantiers sont multiples. Ce que je trouve magique quand le milieu des arts vient rejoindre le milieu communautaire, c'est que dans nos milieux de vie, dans le milieu communautaire, on va porter attention au sentiment de sécurité, à bien entourer les personnes. Donc, ça va, je pense, c'est un beau terreau là, pour pouvoir explorer sans retenue toutes sortes de... Oui, puis je pense que des deux côtés aussi, on commence à mieux comprendre, comme tantôt Myriam se disait qu'elle, durant son atelier, tu t'étais fait accompagner d'une intervenante de MAM. Donc, c'est l'équipe aussi qui entoure tout ça, hein, autour du projet. Un artiste ne peut pas nécessairement là, faire tout le processus par lui-même si on veut vraiment bien accompagner les participants là-dedans. Je pense tu sais que ce qu'on peut faire mieux aussi, Émilie? C'est continuer ensemble, main dans la main. On a un ministère de la Culture qui y croit. On a un ministère de la Culture qui, en ce moment, depuis les dernières années, tente de nous ouvrir les portes du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation. Mais ça a ses limites. Et on a besoin, ensemble, le milieu culturel et le milieu, les artistes et le milieu communautaire et le milieu de la santé, de parler d'une seule voix et de prouver hors de tout doute à tous les autres ministères que cette façon-là nouvelle de comprendre la culture d'une façon transversale et finalement comme, osons le dire, si j'avais dit ça il y a 20 ans, je me serais fait pitcher des tomates, là, mais je vais le dire, que la culture peut aussi être un outil de développement personnel. Je pèse mes mots quand je dis outil parce qu'il faut faire attention à instrumentaliser la culture. Je pourrais faire une soirée de conférences là-dessus là, et de présentation. Il ne faut pas instrumentaliser ni l'artiste ni la culture, mais l'artiste avec ce qu'il est, comme humain. Comme vécu. Est un outil exceptionnel pour la santé. Puis je parlais de l'éducation tantôt. On a des projets du côté de Culture pour tous, entre autres avec le réseau d'écoles Hémisphère, qui est un réseau formidable où on coach, où on accompagne les enseignants à intégrer tous les référents culturels locaux dans toutes les matières scolaires, en maths, en bio. Mais donc, autant en éducation qu'en santé, quand on a besoin de parler d'une seule voix. On a besoin que le gouvernement continue à cheminer là-dedans. Puis moi, c'est même pas un espoir. Je sais que ça va arriver. On est rendu là. Parce qu'on a l'écoute du ministère de la Culture, on a l'écoute du gouvernement, mais pour ça, il faut parler d'une seule voix. Il faut arrêter d'être divisé. Il faut arrêter de travailler en silo. Il faut arrêter de travailler juste avec nos agendas et se développer un agenda commun. Il faut que les organismes communautaires... C'était mon pitch Oui, il faut que les organismes communautaires... Mais je pense que c'est dans l'air du temps aussi, parce que moi, je regarde, si on parle de se rassembler, puis avec, tu sais, ça fait très glamour là, de parler d'international, mais dans les faits, c'est ça que je vis au quotidien. Je veux dire, mes rencontres, je me promène dans l'Europe à tous les jours, là, avec une place, puis avec une autre personne, puis qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de fédérer
des associations de deuil périnatal puis des organisations comme le MAM un peu partout pour que, justement, ensemble, on travaille à faire quelque chose. Donc, je pense que le rassemblement, c'est hyper important aussi. Tu sais, moi, j'ai ma lorgnette deuil périnatal, puis en même temps, j'entends la culture. Puis je me dis, c'est ça, en fait. C'est notre ère, le rassemblement. Peut-être souligner aussi les initiatives locales de journées culture-santé qui émergent. La ville de Longueuil en a organisé 2 en 2021, l'année passée. Donc, multiplier les occasions de rencontres entre les 2 secteurs à travers des journées de consultation, des journées de concertation, des journées d'échange, c'est primordial. Parce qu'on se découvre là-dedans dans ces... On apprend à se connaître. Malgré tout, on ne se connaît pas encore tant que ça. Puis c'est pas vrai qu'un médiateur culturel est un psychologue. On a chacun nos rôles. Il faut apprendre à travailler ensemble. Puis, il y a quelque chose qui se discute beaucoup aussi en France. Il y a une psychologue, psychanalyste qui s'appelle Sophie Marinopoulos, qui travaille beaucoup le concept de santé culturelle, qui peut être un concept dont on va entendre beaucoup plus parler ici, mais pour lequel la culture est un outil qui vient donner du sens. Et puis, chercher un sens, c'est un vecteur de pacification pour elle. Donc, ce concept-là commence de plus en plus à arriver ici. Je ne sais pas si vous avez lu le livre « Service essentiel ». Oui. Ce livre-là parle beaucoup de l'importance de la culture et cite notamment cette psychologue, Émilie Perrault. Oui, d'Émilie Perrault. Ou « Faire œuvre utile » aussi, qui vient démontrer à quel point la culture a des impacts directs dans la vie de chaque personne. Ne serait-ce qu'une petite chanson, ne serait-ce que la rencontre d'une artiste, ou, etc. J'ai le goût d'entendre les gens du public parler un petit peu. Ça serait une petite période de questions. Vous nous avez entendu là, déplatérer sur la médiation culturelle, le deuil périnatal. Sentez-vous bien à l'aise? Moi aussi, j'ai remarqué du monde sur les photos qui sont dans la salle. Si vous voulez nous parler de votre expérience, je vois aussi des artistes qui font de la médiation culturelle aussi. Je ne sais pas si vous avez le goût de vous exprimer ou on est là pour vous écouter, vous accueillir là-dedans. Soyez très à l'aise. Est-ce que vous avez entendu? Pas malaisant pantoute. C'est ça? Bravo. Un petit instant, oui. Juste derrière toi, Gabriel, il va t'aider avec le micro. Regarde, Gabriel, tu vas pouvoir faire ça tout de suite grâce à... Donc, moi, en mai dernier, j'ai accouché de mon bébé à 38 semaines de grossesse, déjà décédé. Et 1 ou 2 semaines après, Tara m'a contactée parce que j'avais fait affaire avec une marraine d'allaitement durant tout le processus de ma grossesse. Et elle m'a parlé du projet alors j'ai été rencontrer Myriam à la 3e semaine suivant mon accouchement. Ouais. Donc, mon conjoint et moi, on a été mis au plus creux, au plus profond de notre de deuil au moment où on en avait le plus besoin. Donc, ça a permis vraiment d'exprimer nos émotions. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui est tant artistique normalement, là. Puis ça a fait sortir quelque chose en moi que je connaissais pas, puis que je soupçonnais pas nécessairement. Puis de ce que j'ai entendu aussi beaucoup surtout dans un de mes groupes de parole, le groupe de parents endeuillés, une des participantes mentionnait, elle disait tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, c'est aller chercher quelque chose en moi aussi. Quand ça vient d'arriver, oui, tu parles de la situation, mais tu ne vas pas nécessairement exprimer toutes tes émotions. Donc là, je trouve que les ateliers ont amené à aller chercher un peu plus. Puis le 2e atelier aussi, avec la musique, ça a permis d'aller chercher, on dirait, un autre côté de notre cerveau qui s'exprimait. Puis... c'est pour ça que nous, on est très heureux d'avoir participé à ça. Puis je te remercie, Myriam. Merci. Puis l'organisme MAM aussi, merci d'avoir accueilli ces ateliers-là.
J'ai une petite question pour Oui, toi. ben oui, vas-y. Comment ça s'est passé le moment d'entrer pour la première fois dans l'atelier puis de dire, ben là, je m'en vais là pour parler de tout ça? Ça a-tu été facile ou il a fallu que moi, vous je cherchais piliez un dessus? événement, mais un moment pour m'exprimer parce que j'en avais besoin. Mais là, c'est ça, les rêves envolés, parce que moi, j'ai accouché à Pierre Boucher. Les rêves envolés, étant donné qu'il n'y avait plus de groupe de discussion, moi, je cherchais vraiment, c'est à ce moment-là, là, on m'a repêché, là, Tara m'a repêché pour me dire, ah, viens avec nous. Là, je vais, oui, j'en ai absolument besoin. Parce que là, par la suite, même en ce moment, il y a des groupes de discussion sur le deuil périnatal, mais à ce moment-là, au mois de mai, il n'y en avait pas du tout. Donc, ça nous a... Il a fallu les rechercher beaucoup. Là. Finalement, on est allé au berceau à Belleuil pour le premier groupe de discussion, mais là, ça a été un peu plus de recherche. Là. C'est ça. Pour ça que c'est dommage que les rêves envolés, ça n'existe plus aussi, mais au moins qu'on puisse avoir ces autres opportunités-là, puis rencontrer les autres participants aussi qui ont vécu les mêmes choses. Puis c'est pas tout le monde non plus qui est prêt à en parler. Donc, c'est ça. Dans le groupe, si ça donnait, on en parlait, mais sinon, on restait quand même dans nos pensées, dans notre monde à nous. Mais vraiment, là, tout ce qu'on a fait, ça va nous rester. Comme le fanzine qu'on a fait ici, là, moi, j'avais apporté des photos de ma grossesse et du petit bébé, là, parce qu'on a pris le temps de prendre des photos, parce qu'à 38 semaines, 12 jours du temps, il était vraiment formé complètement. Là. Donc, nous, il va faire partie de notre famille pour toujours. Donc, d'avoir ce petit souvenir-là avec nous, ça va être vraiment... Surtout, sur le coup, ça a été tellement l'inattendu, vraiment. Là. Nous, c'est un accident qui s'est produit, là, le cordon autour du cou. Alors... Le petit, c'est sûr, même si c'est pas inattendu, même si un parent, de ce que je vois dans mes groupes, même si un parent s'y attend, il garde quand même confiance. Même si on lui dit qu'il y a beaucoup de risques pour ton bébé, puis que tu t'en vas dans les gares, les trucs à grossesse à risque, tu as quand même beaucoup d'espoir. Et puis là, que tout s'en aille, là, c'est que ton cerveau shut down complètement. Là, vraiment. Là, tu disparais. C'est un cauchemar. Là, tu t'en vas dans une zone vraiment... obscure. Oui, exactement. Ça, c'est le bon mot, mais... Un coin que je pensais jamais qu'il existait en dedans de moi, là, c'est un cauchemar. Donc, ça nous a permis de... C'est sûr, on vit encore des moments difficiles, donc c'est ça que le long terme, je ne sais pas si c'est parce que, étant donné qu'on ne le poursuit pas, c'est ça, mais il y a quand même la manière de le poursuivre parce que Myriam m'avait prêté un livre parce que moi, j'étais en pleine durant mon congé. Ouais. Et puis, elle m'a prêté un livre et j'ai pu faire quelques activités. Journal de deuil, je pense. Là. Ouais. J'ai pu ajouter, en plus, ces petites activités-là à ce moment-là, parce que là, pendant 15 semaines, à rien faire. Là, donc, ça a fait... ça a permis de complémenter, d'ajouter d'autres activités. Puis, ce que je voudrais rajouter, c'est que... aussi d'avoir mon conjoint avec moi, là, ça a permis de vivre ça ensemble. Puis c'est vraiment bien de t'avoir avec moi. Je suis très contente. Bien, merci pour ta Merci. Oui, merci beaucoup. Il y a un autre sujet, peut-être. On parle du congé, mais les pères, à ce moment-là, moi, il a fallu que mon conjoint soit là à m'assister à mon accouchement qui a duré... je suis restée 27 heures à l'hôpital. Puis lui, il aurait fallu qu'il rentre travailler le lendemain. Parce que comme le bébé était décédé dans mon ventre, il n'y avait rien du tout. Donc ça, c'est un autre sujet. Là. Les pères n'ont pas d'émotion. Puis je sais pas si tu veux... Pas de congé. Tu veux que je passe le micro? Non. OK. Tellement belle. Hein? Non, c'est ça. On t'entend, il n'y a pas de souci. Ouais.
Oui. Ouais. Vraiment. Parce que moi, la première pensée que j'ai eue quand on m'a dit « tu as droit à ces 15 semaines-là », c'est « mais qu'est-ce que je vais faire sans mon chum pendant ces 15 semaines-là? » Ouais. Être tout seul quand je pensais m'occuper d'un bébé pendant... Est-ce que tu as pu avoir un congé signé par le médecin quand même? Oui. OK. Il y aura de travail. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, par exemple, que tu apportes ce sujet-là parce que je trouve ça juste... Je comprends pas comment ça se fait que ça n'a pas été songé, révisé. Je veux dire, humainement, même, tu sais, quand on dit est-ce qu'on peut faire mieux, là, c'est sûr qu'on déroge un peu peut-être de la médiation culturelle, mais justement, tu sais, où est l'humanité, tu sais, dans tout ça? Tu sais, comment ça se fait que certaines personnes peut-être plus privilégiées peuvent se permettre, entre parenthèses, se permettre d'arrêter de travailler pendant un moment, dans le fond, qui est tellement difficile que on devrait spontanément, dans le fond, déjà se dire, bon, ben OK, c'est logique, non? Hein? Le mari ou le chum, la personne qui accompagne la femme, va aussi pouvoir se remettre de ses émotions, tu sais. Parce que je le sais, parce que je parle pour mon mari, mais nous, on se disait souvent, tu sais, il a pu avoir un arrêt prolongé, mais on se disait toujours, ah, mais on fait partie des privilégiés. Tu sais, on fait partie des privilégiés parce que c'est peu de gens qui peuvent se permettre, dans le fond, de prendre cet arrêt-là. Comme si c'était un luxe, tu sais. Quand en fait, c'était nécessaire à ce moment-là, là, pour lui. Il était non fonctionnel. Ça l'a beaucoup affecté aussi, là, c'est sûr. Oui, puis moi, j'aimais tantôt quand tu as dit on n'a pas d'émotion. Non, mais. Tu sais. Il n'y a pas de mots. C'est pour ça que pour le soigner, il n'y a pas de mots. Ça prend du temps. Puis ça prend un moment d'arrêt avec ta conjointe, pour se retrouver à l'intérieur de ça. Parce que les dommages collatéraux, on n'en parle pas, mais ils sont immenses. Les dommages collatéraux chez le couple, chez la famille par la suite, ça peut être immense. Fait qu'il faut prendre le temps de vivre ça. Puis, merci. Merci pour votre beau témoignage. Vraiment, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient s'exprimer sur le sujet? Même... Oh! Oui! Sens-toi bien à l'aise. Elle a peur des caméras à l'arrière. Est-ce que ça... Oui, ça marche. Alors, bonjour, je m'appelle Raphaël Duprat-Leduc, puis moi, j'ai rencontré Myriam, en fait, en Zoom, ou plutôt en Teams, hein, dans un groupe de soutien. Puis je pense que je t'ai ajoutée sur Facebook après, ou en tout cas, peu importe. Puis là, j'ai vu passer le projet. Est-ce que c'est comme ça? En tout cas, je pense que oui. Puis je t'ai écrit parce que ça m'intéressait, tout ça. Puis dans le fond, moi, j'ai perdu mon garçon Charles en juin 2021. Donc, ça fait un peu plus qu'1 an. Puis c'est sûr que la traversée n'est pas terminée et je pense pas que c'est quelque chose qui se termine. En fait, là, je pense que c'est perpétuel, mais on finit par vivre avec un peu tout ça. Puis en fait, pour moi, le projet, mais je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, j'aimais beaucoup ce que Myriam faisait de toute façon en tant qu'artiste. Puis je trouvais ça intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'art ou ces choses-là, mais je suis pas très... j'ai pas de talent. c'est pas quelque chose que j'ai... En tout cas, j'ai pas vraiment de talent particulier, mais j'aime ça. Puis, en fait, je trouvais ça intéressant parce que ça me donnait 2 heures, je pense que c'était à peu près ça, 2 heures que je consacrais à moi et à mon garçon. Donc, moi, c'est vraiment pour ça que je le faisais. Puis c'était très agréable, puis c'était comme... Puis c'était quelque chose de nouveau parce que, bon, tu sais, il y a les groupes où on discute, il y a les suivis personnalisés. Moi, j'écris à mon garçon régulièrement, mais là, c'était comme une autre forme pour exprimer ça. Puis c'était quelque chose que j'avais pas exploré jusque-là, finalement. Puis j'ai beaucoup apprécié. Puis j'ai même refait certaines choses, là. Je pense que c'était le premier, l'écriture, là, un peu dans tous les sens, là. Donc, donc, voilà. C'est ce que...
Merci beaucoup. C'est le fun de vous entendre, de dire j'ai poursuivi à la maison ou la discussion. C'est intéressant à entendre ça. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Ben, Tant qu'à y être. Non, mais moi, c'est Annie-Ève qui me parlait des ateliers de Myriam. Puis, ben moi, c'était vraiment pour aller au-delà de la parole, qui, pour moi, n'est pas nécessairement mon meilleur moyen d'expression. Fait que ça a été vraiment comme un... Ben, ouais, c'était une belle expérience, en fait. C'était magnifique, là. C'est un peu comme tu disais, là, c'est de prendre deux heures par semaine pour se pencher sur quelque chose qu'on a vécu qui était difficile, puis qui va rester avec nous pour la vie. Puis ben là, ça fait des petits... on a des petits souvenirs, des petits trucs qui expriment certaines émotions là, qu'on a vécues à travers tout ça. Là. Puis moi, ça m'a fait aussi redécouvrir l'art, là, remettre un peu d'art dans ma vie. C'est de la couleur, des textures, jouer, là, être plus manuel. Là, puis ça manquait vraiment, dans le fond, à ma vie. Là. Fait que c'est un petit truc que j'aimerais intégrer beaucoup plus souvent là, avec le temps. Là. Donc, merci. C'était le fun. Merci beaucoup. Merci, Valérie. Ben, un grand merci à vous tous. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer, mais ne vous gênez pas. Mais un grand merci à vous tous. Avant de quitter, n'oubliez pas d'aller chercher votre livre. Myriam a des beaux livres pour vous tous. Donc, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci de votre ouverture. Ben, j'ai broyé. Qu'est-ce que je te dis? Je broye tout le temps. Hein? Ça vient me toucher. Hein? On est des émotion valide, c'est correct. Oui, c'est ça, tout à fait. Un grand merci. Je vous souhaite tout l'amour du monde à vous tous. Et restez avec nous, jaser un petit peu, voir le livre. Myriam, je ne sais pas si tu veux en fait, donner le mot de la fin. Je voulais remercier toutes les personnes présentes. Merci, Émilie, pour l'animation ce soir. Merci à vous, merveilleux panélistes, d'avoir été là ce soir. Je sais que ça demande quand même une certaine présence, puis c'est très apprécié. Je remercie la Ville aussi pour tout le soutien technique. Merci, Stéphanie. Tu as été très agréable à côtoyer. Puis, sans l'entente culturelle, bien entendu, le projet n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, c'est sûr que je suis très reconnaissante. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Puis, en fait, je remercie les participants là, d'être en plus venus au lancement. Là, c'est vraiment apprécié. Donc, avant que vous quittiez, là, c'est ça, j'aimerais vraiment, premièrement, vous parler seul à seul, puis pouvoir vous remettre votre livre là, qui est à... Donc, merci encore. Bravo, Myriam. Bravo. Merci. Bravo Pour ce beau projet. Merci beaucoup. Merci.